bienvenue dans Wikipodcast. Aujourd'hui, on va se pencher sur un moment vraiment sombre et crucial de l'histoire allemande, la nuit des longs couteaux. Oui, un épisode glaçant. On est à l'été 1934. Hitler est chancelier depuis un peu plus d'un an, à peine. C'est ça. Et là, subitement, une purge, mais d'une violence incroyable, éclate au sein même du parti nazi. Comment expliquer ça, cette violence interne ? Alors, il faut comprendre le contexte. C'est une période de tension vraiment très forte. D'un côté, on a la SA, la Sturmabteilung. C'est cette milice immense, très populaire. Dirigée par Ernst Röhm ? Exactement. Ernst Röhm, un proche de Hitler, un compagnon des débuts. Et de l'autre côté, on trouve les élites plus conservatrices et surtout, l'armée, la Reichswehr. Et la SA, elle pose problème ? Disons qu'elle a été très utile pour la prise du pouvoir. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, sa brutalité, ses discours sur une seconde révolution plus sociale, Ça inquiète. ça inquiète beaucoup l'armée, les milieux d'affaires aussi. Rome et ses millions d'hommes, ils deviennent un peu encombrants, voire menaçants pour certains. D'accord. Et c'est là qu'interviennent d'autres figures importantes du régime, j'imagine. Oui, tout à fait. Des gens comme Himmler, le chef de la SS, qui monte en puissance. Et Heydrich, son second. Göring aussi, sans doute. Absolument. Eux, ils voient Rome comme un concurrent direct, un obstacle à leurs propres ambitions. Alors, ils vont, disons, exploiter ces tensions. Ils vont monter de toutes pièces une histoire de complot, de tentative de coup d'État de la part de Rome. Pour convaincre Hitler d'agir. On dit qu'il hésitait, non ? À cause de son amitié passée avec Röhm. Il y a eu une hésitation, c'est vrai. Rome était un des rares à tutoyer Hitler. Mais la pression était énorme. Celle de l'armée qui posait ses conditions et aussi celle du vieux président Hindenburg. Finalement, Hitler a cédé. Et l'opération est lancée quand exactement ? Dans la nuit du 29 au 30 juin 1934. Et là, c'est une scène assez sidérante. Hitler lui-même, avec un commando SS, débarque à Bad Wiessee en Bavière. Là où Röhm était en vacances ? Oui, avec ses principaux lieutenants. Hitler procède lui-même aux arrestations, de façon très théâtrale. C'est le signal de départ. Et ensuite, ça s'étend. Ensuite, c'est le déchaînement coordonné. Partout en Allemagne, à Munich, à Berlin, la SS et la Gestapo, qui est toute récente, se mettent à assassiner méthodiquement les cibles désignées. Et les cibles, ce ne sont pas que les chefs de la SA, j'imagine. Non, loin de là. C'est ça qui est frappant. Bien sûr, Röhm est éliminé, on lui propose de se suicider, il refuse, il est abattu dans sa cellule. D'autres chefs SA, comme Heinz aussi. Mais on en profite pour régler d'autres comptes. Qui, par exemple ? Des figures politiques conservatrices, comme l'ancien chancelier von Schleyer, tué chez lui avec sa femme, ou des proches de l'ancien vice-chancelier von Papen, comme von Bose, Edgar Jung, un intellectuel conservateur, Erich Klausner, un haut fonctionnaire catholique. Même des adversaires plus anciens ? Oui, Gustav von Kahr, qui avait fait échouer le putsch de Munich en 1923, est retrouvé mort, et aussi des dissidents internes au parti nazi, comme Gregor Strasser, une figure de l'aile gauche du parti qui avait déjà été écartée. C'est une purge très large, en fait. Extrêmement large. On parle même des victimes collatérales tuées par erreur dans le chaos, comme un certain Willy Schmidt, un critique musical confondu avec quelqu'un d'autre. Le bilan est lourd. Les estimations varient, mais on parle souvent de 150 à 200 morts, peut-être plus. Et comment le régime justifie-t-il un tel massacre ? Officiellement, c'est la thèse du complot déjoué. Il fallait prévenir un putsch sanglant de la SA. On utilise aussi beaucoup et de manière très cynique l'homosexualité de Röhm et de certains de ses proches pour les discréditer moralement aux yeux d'une opinion publique conservatrice. Une justification morale en plus de la justification politique. Voilà. Et le plus incroyable, c'est la suite juridique. Le 3 juillet, donc quelques jours après, une loi est promulguée. Une loi qui déclare que toutes les exécutions commises pendant la purge étaient légales car elles constituaient des mesures d'autodéfense de l'État. Une loi rétroactive pour légaliser des meurtres d'État. Exactement, c'est la fin de toute notion d'État de droit. Le juriste Carl Schmitt, d'ailleurs, fournira une base théorique à cela, en disant que dans une situation exceptionnelle, le Führer incarne le droit. C'est terrifiant. Et comment réagit-on en Allemagne et à l'étranger ? Alors, en Allemagne, c'est assez déconcertant.
La réaction dominante, c'est plutôt le soulagement, voire le soutien. L'armée applaudit ouvertement par la voix de son ministre, von Blomberg. Hindenburg lui-même envoie un télégramme de félicitations à Hitler. Même si l'authenticité de ce télégramme est parfois discutée. Oui, il y a un débat là-dessus. Mais dans l'opinion, beaucoup de gens voient Hitler comme celui qui a rétabli l'ordre, qui a mis fin aux excès supposés de la SA. On achète la propagande du complot déjoué. Et hors d'Allemagne. À l'étranger, c'est tout l'inverse. C'est la stupeur. La condamnation est quasi unanime. La presse internationale parle de barbarie, de méthode de gangster, d'un retour en arrière terrible. On comprend bien que cet événement n'est pas juste une querelle interne. Quelles sont les conséquences à plus long terme? Elles sont absolument majeures, fondamentales même. D'abord, évidemment, le pouvoir personnel de Hitler sort écrasé de tout contre-pouvoir possible. Il n'y a plus de contestation organisée possible au sein du mouvement. La SA est finie politiquement. Complètement. Décapité, marginalisé, son aile populiste, potentiellement révolutionnaire, est éliminée. Et à l'inverse, c'est l'ascension irrésistible de la SS. Dirigée par Himmler et Heydrich. Voilà, la SS devient l'outil principal de la terreur nazie, de la politique raciale aussi, et puis il y a le lien avec l'armée. Comment ça? L'armée a obtenu ce qu'elle voulait, la fin de la menace SA, mais elle s'est compromise en soutenant cette purge sanglante. Elle a lié son sort à celui du régime nazi, d'une manière qui sera fatale plus tard. Et sur le climat général en Allemagne, Michels? Ça instaure un climat de terreur. Tout le monde comprend le message. Toute opposition, même potentielle, sera écrasée sans pitié. Et puis, ça prépare le terrain pour la suite immédiate, c'est-à-dire... Hindenburg est mourant. Il décède en août 1934, à peine un mois plus tard. Grâce à la nuit des longs couteaux, Hitler a les mains libres pour fusionner les postes de chancelier et de président. Il devient le Führer und Reichskanzler, le chef absolu. Donc en résumé, la nuit des longs couteaux, c'est vraiment un tournant. Hitler élimine ses rivaux internes, s'assure la fidélité cruciale de l'armée et de la SS et franchit une étape décisive vers la dictature totale. C'est exactement ça. Une dictature fondée sur une violence d'État brutale, assumée et même légalisée après coup. Une démonstration de force implacable. Oui, et ça nous laisse avec une réflexion importante, je crois. Au-delà de la nature même du régime nazi, cet événement montre avec quelle facilité, finalement, des institutions établies, l'armée, la justice, une partie des élites, ont pu accepter ou même soutenir activement la destruction de l'état de droit. Au nom de l'ordre. Au nom de l'ordre, de la stabilité, de l'élimination d'une gêne politique. C'est une leçon, peut-être, sur la fragilité des garanties démocratiques et légales face à un pouvoir qui est déterminé à s'affranchir de toute règle. Une leçon toujours d'actualité, malheureusement.